On peut démarrer avec les premières questions. Quelle différence est-ce que vous faites entre le chamanisme d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale peut-être aussi, avec celui qui est pratiqué en Sibérie? On a fait effectivement Question de Mathilde, pardon. ouais, ouais, oui. Oui, je sais qu'on a fait une opposition, on a voulu voir le chamanisme comme étant exclusivement sibérien. Je sais que c'est encore la position de certains universitaires. Ouais. Mais ça ne colle pas avec les fêtes, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait des rituels, notamment ce processus de mort et de résurrection, qui est exactement semblable, aussi bien en Afrique, en Australie qu'en Sibérie. Il y a vraiment comme une espèce on pourrait dire que le chamanisme est comme le reflet, je dis pas la religion primordiale de l'humanité, mais comme le reflet de cette religion originelle de l'humanité. Voilà. Et qu'il y a vraiment des éléments semblables que l'on retrouve un petit peu partout dans le monde et qui ne s'expliquent d'ailleurs pas, par l'histoire, puisque ce sont des peuples parfois qui ont vécu complètement très très loin les uns des autres et qui pourtant possèdent des rituels exactement semblables, donc des initiations exactement semblables. Ouais, Donc, donc là, on retrouve il y a l'idée des différences, ouais. mais il y a quand même, ce qui est intéressant, c'est ces liens justement qu'il y a entre les différents aspects du chamanisme. Voilà. Est-ce qu'on sait dans quelle mesure les pratiques chamaniques de peuples amérindiens ou aborigènes, par exemple en Australie, est-ce que leurs propres pratiques chamaniques, est-ce qu'on sait dans quelle mesure elles ont évolué à travers le temps finalement, dans quelle mesure elles ont pu se préserver et où est-ce qu'elles ont changé avec les années finalement, C'est-à-dire que déjà, il faut dire que ces peuples anciens, ces anciennes civilisations n'avaient pas du tout notre vision évolutionniste des choses. Mm. Pour eux, même en Grèce ancienne, on retrouve ça chez Hésiode, on retrouve ça en Inde ancienne, le Vishnu Purana, dans tous les textes indiens, Mhm. ils considèrent plutôt que les choses se dégradent. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'entropie généralisée. Les anciens chamans avaient plutôt tendance à croire, à penser que les choses se dégradaient et qu'il fallait en quelque sorte restaurer. Dans le taoïsme aussi, on retrouve ça. Il faut toujours restaurer les choses telles qu'elles étaient à l'origine. C'est à l'origine que se trouve la pureté, c'est à l'origine que se trouve justement la tradition dans toute sa transparence, sa pureté. Voilà. Nous, on a toujours cette vision-là, parce qu'on est conditionné depuis tout petit, depuis l'enfance, justement, à avoir une vision évolutionniste des choses. Mais il faut bien voir que ce n'était pas du tout la vision des anciens, absolument pas. C'est là d'ailleurs qu'on peut reconnaître les traditions disons les traditions qui sont comment dire préservées, qui sont authentiques des traditions justement qui sont altérées Mhm. parce qu'ils ont une vision évolutionniste. Alors qu'ils n'ont pas du tout cette vision évolutionniste, n'appartient absolument pas. Même j'ai beaucoup étudié les Yoga Sutras, par exemple, les commentaires indiens des Yoga Sutras pour essayer de comprendre vraiment ce que Patanjali a voulu dire. Et bien dans les Yoga Sutras, c'est absolument pas une vision évolutionniste. C'est une vision, on a essayé de greffer des visions évolutionnistes sur le yoga, mais c'est absolument pas la vision de Patanjali. C'est une vision justement où l'univers, l'humanité plutôt, est sous l'emprise d'une illusion et on doit s'éveiller à cette illusion, mais il n'y a pas du tout évolution justement ça. C'est voilà. Je pense que déjà il faut partir de là, c'est-à-dire que Mhm. Mhm. donc il y a plutôt dégradation, mais justement il y a toujours des maîtres spirituels ou des grands chamans qui peuvent justement retrouver cette vision originelle. Donc voilà. Il ne parle davantage de cycle en fait, en l'occurrence, Comment? de choses. Il ne parle davantage de cycle Voilà, aussi, y compris dans l'hindouisme. Il n'y a pas une vision linéaire du temps, effectivement. tout à fait, une vision cyclique des choses, c'est-à-dire et pas du tout linéaire. La vision linéaire, c'est une vision qui appartient au mental en quelque sorte, qui est à la vision dualiste des choses. Et tous ces peuples anciens, justement, avec toujours partout dans l'humanité, il y a que notre époque moderne qui est très très récente, qui a cette vision linéaire des choses, évolutionniste, etc. Toutes les civilisations avant, à toutes les époques, n'importe où, ont toujours eu une vision cyclique et plutôt disons les choses ont plutôt tendance à se dégrader plutôt qu'à évoluer. Voilà. D'accord, mais il y a une forme de désespérance alors dans ces cosmogonies là, s'il n'y a pas, Non, parce qu'il y a pas toujours après des retours, justement, il y a comme une espèce de retour de l'âge d'or, il y a le d'accord. retour justement
réguliers, comme ça, on retrouve en quelque sorte la transparence première. Et ça, si on prend les textes taoïstes, c'est très très clair, comme les textes hindouistes, comme les textes grecs anciens, enfin, etc. On retrouve ça partout, quoi, absolument partout. Mais non, c'est pas désespérant parce que régulièrement les choses sont, en quelque sorte, il y a de l'information, pour parler en termes physiques, l'information réinsufflée dans cette entropie généralisée. Donc les choses finalement se rétablissent. Dans notre relation à la nature, est-ce que vous croyez à la planète, à l'hypothèse Gaïa par exemple, et à la planète qui se libérerait de certaines tensions comme ça régulièrement à cause de nos atteintes, des atteintes de l'homme, et en provoquant voilà des tremblements de terre, des catastrophes naturelles? Est-ce que c'est une lecture que vous avez ou pas? Oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que c'est une lecture effectivement qui appartenait à la vision des anciens, qui a été retrouvée, je crois, Jakowski, ou je crois que c'est lui qui est le premier à parler de ça, de Gaïa. Et je trouve ça intéressant. Ouais, c'est une vision intéressante. Il y a parfois des scientifiques qui retrouvent comme ça des visions anciennes avec simplement grâce à des expériences. Et ça fait partie exactement comme les champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake. C'est quelque chose que je trouve, une vision que je trouve intéressante. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et qui correspond certainement à une réalité, oui, pourquoi pas. La Terre est une entité, il y a comme une espèce d'âme collective de la Terre, oui, c'est quelque chose qui me séduit en tous les cas. Hein, Oui. voilà, oui, c'est une idée qui me séduit. Alors aujourd'hui, oui, quand on parle de chamanisme, on évoque le nom souvent de Corinne Sombrin, qui a fait l'initiation Oui. en Sibérie et qui est une porte-parole aussi du chamanisme, en tout cas une porte-parole contemporaine. Est-ce que vous la connaissez? Vous l'avez rencontrée, non? Je la connais pas du tout. Par contre, j'ai lu son livre, qui est très bien, qui est très bien. J'ai trouvé que c'était vraiment authentique, et elle a rencontré vraiment un chamanisme authentique, vraiment. Et puis c'était une vocation, c'est-à-dire que le chaman, c'est pas quelqu'un qui décide d'être chaman, c'est une vocation, et pour elle, ça a été une vocation. Et dans ce sens-là, je trouve ça extrêmement intéressant. Et moi-même, je ne serais jamais intéressé au chamanisme si j'avais pas eu ces expériences, justement. Je ne suis pas chaman, hein, du tout. Hein, je ne suis pas du tout chaman. Je suis simplement, j'ai vécu certains phénomènes connexes, en quelque sorte, au chamanisme. Mais ma voix n'est pas dans le chamanisme. Donc, mais ceci dit, oui, Corinne Samprin, c'est très intéressant, c'est très bien. Oui, d'autant plus qu'elle se prête à des expériences aussi scientifiques. Enfin, voilà, c'est bien. Dans une certaine limite, en tout cas, elle accepte qu'on étudie son cerveau dans des états de transe où elle est justement là avec son animal, avec l'esprit de son animal totem qui doit être le loup, parce que je crois elle devient loup quasiment. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant. Oui, oui, non, non, moi, ça m'a beaucoup intéressé, mais je la connais pas personnellement, hein, pas du tout. D'accord. Alors, c'était une question de Stéphane, donc. Hein. Marina nous demande ce que vous pensez des Occidentaux qui partent 15 jours au Pérou pour prendre de l'ayahuasca, justement faire ce genre de session. Est-ce que c'est quelque chose qui est à conseiller ou pas, et à quelles conditions peut-être? J'avais connu comme ça un maître spirituel que j'ai très très bien connu, qui s'appelait indien, qui s'appelle Punja. Et à l'époque, il disait l'esprit des Occidentaux est tellement fermé, qu'il fallait quelque chose comme le LSD pour justement le faire exploser pour justement cette espèce de carapace qu'ils ont, justement, il fallait absolument la faire exploser. Et peut-être que la signification profonde justement de l'ayahuasca est peut-être celui-là, c'est-à-dire il faut peut-être cette explosion, mais c'est dangereux. Ceci dit, c'est dangereux. J'ai connu des gens qui avaient vécu quand même ces expériences, comme le LSD, qui avaient vécu justement des expériences extrêmement inquiétantes avec cette plante. Maintenant, peut-être qu'il faut ça aussi. Je veux dire, voilà, il faut avoir la vision. On a toujours une vision. On veut préserver notre petit confort, on veut préserver l'ego, on veut préserver. Mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas de faire exploser les choses? Mais ceci dit, c'est assez risque et péril. Ce sont des plantes de connaissance
dont l'usage doit être très très encadré quand même par des gens effectivement qui savent Ah, ce qu'ils font, alors ça quoi. c'est indispensable. Moi, je pense que c'est indispensable que ça soit encadré par des gens vraiment compétents, quoi. Compétents parce que c'est des choses très très puissantes. Moi j'ai des amis qui en ont pris, notamment un ami un maître qui a un maître chaman en Mongolie, qui est quelqu'un de tout à fait authentique, Mhm. et il en a pris et c'était des expériences, il a vécu des expériences extrêmement fortes, quoi. C'est des expériences limite, quoi, vraiment limite, où on frôle vraiment des abîmes, hein, on frôle des abîmes. Oui, on nous fait d'ailleurs remarquer que ce sont des plantes de connaissance et de guérison aussi, hein. Bien entendu. Alors il y a le culte de l'iboga aussi au Oui, Gabon parmi les bwiti, oui, avec une oui, molécule qui est du même ordre que celle de l'ayahuasca finalement, hein. Donc on oui, retrouve le même type aussi de réaction pas pharmacologique en tout cas, oui, oui, sur des oui, produits extrêmement forts. oui, c'est vrai. Oui. Alors, C'est, il y a aussi, avant c'était le peyote, hein, le peyote qui servait aussi un petit peu chez les Mexicains, ouais. Mhm. chez les Mexicains, oui, 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 oui. Et Artaud on parle, notamment était un des premiers à en parler avec le docteur Rouillet. Hein. Il y a eu le docteur Rouillet qui a écrit un livre qui est toujours une somme sur le peyote et sur ces drogues, justement, sur ces drogues, enfin, sur ces plantes magiques, entre guillemets. Alors la grotte de Chauvet nous demande Catherine. Euh, ou de Lascaux, est-ce qu'elles étaient des lieux chamaniques, donc selon vous, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, est-ce que pour vous c'était des lieux chamaniques, hein? Oui, oui, je pense que c'était effectivement ou des prêtres chamans qui peignaient les grottes. Je pense que c'était des lieux chamaniques. Oui, oui. Il y a des éléments d'ailleurs qui tentent à le montrer, et je pense qu'ils établissaient comme ça des sortes de rituels avec le règne animal, euh, Mhm. et que ces peintures ne sont pas gratuites, quoi. C'était pas des peintres comme les peintres impressionnistes qui plantaient leur chevalet pour peindre ce qu'ils voyaient. Hein. C'était pas ça du tout. Je pense qu'il y a vraiment, alors il y a tout un mystère aussi dans les grottes dont je parle un peu et Oui. curieusement qui est quand même assez étonnant, c'est que on n'a pas vraiment retrouvé de traces de fumée. On nous présente toujours des petites lampes à huile un peu ridicules et l'abbé Breuil justement soulignait le fait qu'avec tous les moyens modernes de son époque, il avait du mal à reproduire en petit ces peintures qui peuvent faire par exemple 5 mètres de longueur, quoi. C'est gigantesque. Mhm. Et justement, on ne s'explique pas très bien. Alors on a parlé de réflecteurs, tout ça, mais on n'a trouvé aucune trace de ces réflecteurs. Mhm. Et donc il y a la thèse qui peignait avec les yeux de l'âme, finalement. Voilà, et comme C'est ça. moi j'ai mis ça en rapport effectivement avec la confidence qu'un chaman inuit a fait à Rasmussen, à l'explorateur d'origine lapone Rasmussen, qui disait que justement, après son initiation, il avait la capacité de voir dans le noir, non seulement voir dans le noir le monde invisible, mais de voir aussi le monde physique dans le noir total. Donc j'ai mis ça en rapport avec justement ces peintures et ces problèmes que posent justement ces peintures tout au fond des grottes. Et j'aurais tendance à croire que c'était cette vision en quelque sorte, cette lumière intérieure qui leur permettait de peindre, de dessiner, de peindre ces grottes. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire un lien entre ces grottes et les labyrinthes, les grottes, des cultes à mystère dont on parle ensuite dans l'Antiquité, dans la Grèce antique, l'Égypte antique, etc. Et dans ces cultes à mystère, il y avait aussi cette idée de passer par des grottes, par des labyrinthes, pour voilà, dans le cadre d'une initiation. Est-ce que les grottes, les hommes préhistoriques, ça pouvait aussi participer de quelque chose du même ordre ou pas, selon vous? Oui, 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 tout à fait. Moi, je pense parce qu'il y avait aussi des grottes qui étaient utilisées par les chamans euh, d'Amérique du Sud ou d'autres peuples, d'autres peuplades. Donc, on peut faire un rapport entre effectivement le labyrinthe et la grotte. Hein. Il y a une espèce où on va méditer au cœur du labyrinthe, comme on va méditer au cœur de la grotte, qui est le centre en quelque sorte, le centre qui se situe au cœur de la terre. Hein. Il y avait tout un aspect symbolique, tout un aspect magique aussi, Mhm. symbolique, magique des grottes, quoi, des grottes préhistoriques. Et D'accord. c'était des lieux de pouvoir, des lieux chargés de pouvoir, c'est sûr. Pour revenir à l'usage des plantes, là, est-ce que vous pensez que ce sont des plantes qui devraient être réservées aux seuls chamans ou bien est-ce que tout le monde peut finalement en prendre?
selon les Euh, circonstances. je pense qu'il faut en prendre simplement lorsque l'on est encadré par des chamans. Pas réservé aux seuls chamans, mais D'accord. encadré par des chamans qui compétents en plus de ça, je veux dire vraiment, vraiment compétents, pas des gens qui ont fait 3 stages et qui se disent chaman. Attention, hein, je parle de gens vraiment qui ont la vocation en eux, qui voient l'invisible, qui voient tout ce qui se passe derrière les apparences réellement et qui sont capables donc de guider les autres. Sinon, ça peut être dangereux, ça c'est sûr. C'est un voyage qui peut être très très difficile, qui peut être oui, vraiment dangereux. Moi, je le sais par des témoignages que j'ai eus. Hein. Voilà, moi, j'en ai pas pris personnellement, hein, donc là, je précise, hein, j'en ai pas pris. J'ai pas pris ces deux drogues actuelles là, donc j'en ai pas pris. Mais j'ai eu des témoignages quand même assez parfois inquiétants, parfois au contraire très intéressants, mais d'autres fois inquiétants où la personne frôle en quelque sorte ce que l'on appelle la folie, quoi. Donc il faut faire attention et à mon avis quand même il faut mieux partir avec des personnes compétentes, voilà, réellement compétentes. Mhm. Alors, Russ nous demande si on peut avoir un rapport personnel avec un totem qui soit végétal, finalement, une intelligence végétale. Oui, 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 tout à fait, parce que c'est comme une espèce de rayon. Et ce rayon possède un élément animal, un élément minéral et un animal végétal. C'est-à-dire qu'on a exactement un rapport avec un arbre, avec une fleur, avec un minéral, avec un animal. C'est comme une espèce de, comment on pourrait appeler ça, de rayon créateur ou de rythme particulier de la nature qui se retrouve justement dans un animal, une plante et un minéral. Donc effectivement, Mhm. quand on connaît en principe la théorie des signatures, on peut en déduire, si on a un rapport particulier avec une plante, on peut en déduire son animal totem et son minéral totem en quelque sorte. Euh, oui, D'accord, tout oui, on a une relation particulière avec un minéral, aussi un type de végétal. Tout ça, ce sont des formes de conscience différentes, en fait, pour le chaman. oui, tout à fait. Tout à fait, c'est des formes de conscience différentes, puisque le minéral aussi fait partie justement des attributs du chaman. Ça, c'est donc oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, D'accord. euh, c'est Alors, on a une autre question qui est de savoir, Paul nous demande si le chamanisme nous permet d'accepter notre propre mort. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? oui, ça dépend son degré. Bah, tout phénomène de décorporation nous permet, disons, de ne plus craindre la mort. Hein. Toutes les personnes qui ont vécu, je pense qu'il y en a quand même un certain nombre, des sorties, ce qu'on appelle les sorties hors du corps, ou des corporations qui existent évidemment dans le chamanisme, ont un rapport à la mort complètement différent. Ils savent qu'il y a la conscience est distincte en quelque sorte du corps. Mhm. Oui, ça peut être à l'origine d'un rapport à la mort complètement différent. Ça, c'est donc le chamanisme peut permettre effectivement, lorsqu'il est vraiment vécu comme une initiation, de ne plus craindre la mort, d'avoir un autre rapport à la mort. Ça amène à une vision du monde, de toute façon, dans laquelle la conscience, effectivement, se détache. Et vous Oui, faites référence aussi aux expériences de mort imminente dans votre livre. Hein. Tout ça, ça donne une vision du monde global. Et il n'y a pas de contradiction entre ce que dit le chamanisme et ce que disent les expériences de mort imminente, si on veut aller vite. Hein. Fondamentalement, il n'y a pas de contradiction. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est, oui, oui, tout à fait. Et disons que c'est une façon de vivre ça consciemment. Il y a d'ailleurs dans le bouddhisme tibétain, il y a une pratique qui s'appelle le Powa, qui permet consciemment de sortir justement de son corps, Oui, qui est le transfert de conscience, en fait. qu'on appelle le transfert de conscience, Powa, et tout à fait, et qui permet, c'est un exercice, des exercices de méditation qui permettent de sortir du corps et qui sont une aide justement lorsque la personne est sur le point de mourir. Absolument. Euh, on retrouve là des éléments très proches du chamanisme. D'ailleurs, il y a la pratique du baume.
c'était un chamanisme, je crois. Ah, le Beaune, c'est très proche du chamanisme. Enfin, ceci dit, il y a différents courants dans le Beaune, hein. Il y a des Beaunes qui sont fortement bouddhéisés, si on peut dire, et puis des Beaunes qui sont plus chamaniques. Voilà, c'est un petit peu. Il y a eu différents courants, il y a eu des influences, il y a eu, comme à l'intérieur du bouddhisme tibétain, il y a des formes. Le Dzogchen, par exemple, vraisemblablement a été très influencé par le Chan, le bouddhisme Chan, c'est-à-dire Zen chinois, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est des courants d'influence, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il est. C'est vraiment, c'est très très. Alors, on nous demande ce que vous pensez du vaudou et comment et qu'est-ce qu'on fait comme différence aussi entre chamanisme et sorcellerie. Le, le, Le vaudou, c'est un culte syncrétique aussi oui, tout à fait. qui vient aussi des colons en fait, hein, Oui, oui, qui vient d'ailleurs, je crois que oui, oui, ça avec vient. un mélange de chrétienté un peu Oui, tout est un peu avec des cultes locaux, quoi. des cultes africains et le christianisme, le catholicisme, qui sont mélangés. Là encore, j'ai l'impression, je connais très mal le vaudou, mais ce que j'en Mhm. connais, j'ai l'impression qu'il y a des différents aspects. C'est-à-dire qu'il y a des aspects très noirs, et puis il y a des aspects qui sont tout à fait. Bon, par exemple, j'avais lu un texte de Serge Bramley qui était très intéressant, où il avait interviewé justement une maîtresse du vaudou, et qui parlait du maître de la tête. Et ce qu'elle appelait le maître de la tête, c'était très exactement ce que j'appelle notre essence, en quelque sorte, hein, notre essence dont l'animal totem est une expression. Mhm. J'ai beaucoup d'importance. Elle disait il fallait connaître, il fallait se relier au maître de la tête si l'on voulait vivre, connaître l'harmonie dans sa vie, si l'on voulait vivre une vie harmonieuse. Et que si on n'était pas en harmonie avec le maître, ce qu'il appelle le maître de la tête, eh bien notre vie serait désharmonieuse. Mais ça revient tout à fait à ce que j'ai un petit peu dit. C'est simplement si on est connecté à son animal totem que justement on connaît notre fonction, même notre fonction sociale, et que donc on vit une vie harmonieuse. Et si on est déconnecté en quelque sorte, eh bien on est aliéné en quelque sorte. Aliéné, c'est-à-dire qu'on on n'est pas nous-mêmes, on est un autre. Voilà, et ça rejoint tout à fait. Donc il y a des éléments certainement dans le vaudou qui sont très intéressants, voilà, qui sont extrêmement intéressants. Et maintenant, il y a aussi des aspects plus de sorcellerie. On peut dire que c'est des dégradations, pour répondre aussi à l'autre question, Mhm. c'est des dégradations d'une connaissance qui ne servent plus que d'instruments de pouvoir en quelque sorte. C'est ça, le chamanisme peut aussi se dégrader en sorcellerie comme le vaudou se dégrade aussi en sorcellerie. Voilà, c'est une dégradation en quelque sorte d'une connaissance qui à l'origine était certainement pure. Voilà. Mhm. Il peut y avoir. Est-ce que le druide est-ce que le druidisme peut être considéré aussi comme une forme de chamanisme ou être affilié d'une certaine manière? Pas du tout, pas du tout. Justement, le druide est un prêtre. Alors le chaman n'est pas du tout un prêtre. C'est pas quelqu'un qui fait des enterrements, qui fait des mariages, etc. Ça n'a rien à voir. Donc la prêtrise et le chamanisme sont deux choses complètement différentes. Le chaman, c'est celui qui est en quelque sorte psychoponte, c'est-à-dire celui qui est le pont entre le monde invisible, le monde des morts, le monde invisible et le monde des apparences, la société dans laquelle on vit. Donc voilà, c'est ça le chaman. Et le druide n'était pas un chaman. Ça, Guyon Var, Françoise Leroux et Guyon Var ont beaucoup insisté là-dessus, ils l'ont montré, parce que c'était des études très longues. Ils allaient étudier, par exemple, les plantes médicinales. Enfin, c'était pas du tout une vocation comme la vocation chamanique. C'était pas du tout disons, une perception de l'invisible. C'était aussi, il y avait tout un aspect d'études. Ils avaient des études de plus de 10 ans. Ils allaient étudier, par exemple, certaines connaissances dans l'île de Man ou dans d'autres îles au large de l'Angleterre. Enfin, et c'était beaucoup plus proche d'une prêtrise, d'une forme de prêtrise que ils avaient Mhm. des chamaniques, mais ce n'était pas des chamans. Alors que dans ce qu'on dit, on retrouve justement Odin, on peut dire Odin est un chaman, on peut dire, il a un peu comme une espèce de dieu chaman. Hein, Mhm. un dieu chaman, Odin. Mais dans le celtisme, le druide n'est pas un chaman, on peut dire, globalement. D'accord, c'est un prêtre païen, oui. Mais qui Oui, avait une relation particulière quand même avec avec les règnes végétaux, animaux en l'occurrence.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, ils avaient le druide a une relation particulière avec les plantes, avec les arbres, parce qu'il y avait notamment l'écriture des oghams correspond à correspond, vous savez, exactement comme il y a les runes chez les Oui, Scandinaves, il y a les oghams chez les druides, et les oghams correspondent justement chacun à un arbre particulier. Donc ils avaient d'accord. certainement un rapport à la nature qui n'est pas du tout le nôtre, hein, qui est aussi où les arbres parlaient, quoi. Ils avaient chacun une langue particulière. Alors, Élise nous demande si vous avez étudié la langue des oiseaux. Ça ne s'étudie pas la langue des oiseaux, c'est une langue mythique. La Voilà. langue des oiseaux, c'est simplement la langue des initiés qui ne s'étudie pas. Elle peut faire l'objet d'une révélation. Moi, voilà. On peut effectivement étudier un petit peu les jeux de mots alchimiques à la Fulcanelli, Ouais. qui Alors, elle sont faisait peut-être référence au langage des oiseaux. le langage des oiseaux, le langage des Peut-être, oiseaux, peut-être. oui, la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est une formule, voilà, qui a une signification bien particulière. Oui, 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 on peut étudier la langue des initiés à ce moment-là. Oui, oui, mais sinon, la vraie langue des oiseaux, je dirais, moi, alors ça, c'est mon point de vue personnel, Ouais. la vraie langue des oiseaux ne peut faire l'objet que d'une révélation. Mhm. Elle ne peut pas s'étudier comme on étudie un livre ou une Une connaissance langue étrangère, ouais. ou une langue étrangère, pas du tout. Voilà, exactement. Ça ne peut faire l'objet que d'une révélation, la vraie langue des oiseaux. Voilà. C'est la connaissance de la parole du ciel, en quelque sorte, du verbe. Mhm. Le verbe qui est la parole du ciel. Alors, on a parlé de monde subtil, on n'a pas parlé de ce qu'on appelle le petit peuple, et puis des divinités, en fait, qui peuplent l'invisible. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un déva, nous demande Alain. Le Deva, c'est un texte sanskrit, hein, c'est un Alors, terme déva, ça vient oui, de l'hindouisme. qui vient de l'hindouisme, donc ça veut dire Dev, Deva. D'ailleurs, on voit bien que le sanskrit est une langue indo-européenne, puisqu'on retrouve Mhm. cette racine dans Dieu. Hein, Déva, oui. Dieu, Deye, Deva, c'est la divinité en quelque sorte, c'est Mhm. la divinité. C'est-à-dire que dans l'hindouisme, il y a énormément de divinités, il y a des milliers et des milliers de divinités, et notamment, il y a par exemple les divinités des arbres, hein, que l'on retrouve aussi chez les Égyptiens, puisqu'ils venaient déposer de la nourriture au pied des sycomores, parce qu'ils disaient que c'était habité par, là aussi, une divinité, un Deva, un dieu Mhm. particulier. Mhm. Voilà, donc, Alors, on avait cette terminologie, on parlait de divinité des plantes, des animaux. oui. Plus récemment, on parlait d'esprit des plantes. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui nous parlent de l'énergie des plantes. Est-ce que tout ça, c'est la même chose? Ce sont des façons différentes de parler de la même chose? Et qu'est-ce qui vous semble le plus utile d'utiliser comme terminologie? Parler d'énergie, ça parle à beaucoup de gens finalement. Oui, mais alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un texte tantrique qui dit d'abord un arbre et sa forme extérieure, sa forme sensible. Au-delà, il est énergie. Mais au-delà encore, il est le déva de l'arbre, c'est-à-dire qu'il est esprit, si vous voulez. Hein, donc, il est le déva de l'arbre. Mhm. Donc ce sont en quelque sorte des degrés différents, des degrés différents. Alors effectivement, l'aspect énergétique est un certain aspect d'une plante, un certain aspect. Ça, c'est ce qu'on appelle, notamment dans les tantras, on retrouve cette notion de non naturel. C'est-à-dire qu'on dit que le serpent, par exemple, il est d'abord sa forme sensible que l'on voit. Mhm. Il est aussi énergie. Et il y a une vibration particulière qui correspond à cette énergie-là. Et si on connaît justement le mot, le phonème qui se rapproche le plus de cette vibration-là, on peut agir sur le serpent. Hein. On peut agir sur le serpent. Mais au-delà même de cette vibration, il y a la divinité justement de cette espèce particulière de serpent. Hein, vous voyez, il y a comme une espèce de gradation en quelque sorte. D'accord. Donc les trois sont valables, mais ne correspondent pas à la même réalité. Très bien. Donc, on a d'autres questions qui nous arrivent, hein. Merci aux moyens techniques de Baglis, hein, TV, pour permettre cet échange. L'avis sur Franck nous demande votre avis sur le fait que les psychotropes percent les corps subtils, nous dit-il, et ce irrémédiablement. Euh, ça vous semble cohérent de dire ça, que les psychotropes font des trous dans les corps subtils? C'est un peu gros, non?
J'ai aucun avis là-dessus. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que c'est, quel psychotrope. Ouais, ça dépend de quoi on parle aussi, Ça comme dépend lesquels psychotrope. on parle, parce que c'est des psychotropes parfois, effectivement, je pense que ça a une action assez négative sur globalement. Si on peut éviter, effectivement, c'est parce Mhm. que j'ai vu des gens qui en prenaient beaucoup, et c'est maintenant, alors, est-ce que ça perce des trous là, je dois dire que les trous dans l'aura, oui, Mhm. pourquoi pas, j'en sais rien. Mhm. J'ai jamais fréquenté trop les hôpitaux psychiatriques, donc les gens qui prenaient beaucoup de psychotropes. Donc c'est une question, je ne peux pas vraiment y répondre, quoi, vraiment. D'accord. Est-ce que la place donc d'un homme dans sa tribu ou sa société doit être en rapport avec son animal totem? Nous demande Russe. Donc on parle des tribus, des traditions primordiales. Donc. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, connaître son animal totem, c'est aussi connaître sa fonction sociale. Ce que les hindous appellent le dharma. Le dharma, c'est ça. Bon, c'est un terme qui a une richesse de sens Oui. particulièrement importante, mais Mhm. un des sens du mot dharma, c'est ça, sa fonction, connaître sa fonction. Et effectivement, connaître son animal totem, ça peut être aussi connaître sa fonction. Par exemple, un ami photographe, son animal totem, c'est l'aigle, et vous savez que l'aigle, comme beaucoup de rapaces, sont extrêmement centrés sur l'œil, et effectivement, c'est quelqu'un qui est, voilà, il est très centré sur l'œil, tout en quelque sorte, sa vie gravite autour du regard, de la vision, et il est photographe. Donc, effectivement, ça peut avoir une incidence aussi sur sa fonction sociale, sur Mhm. son travail en quelque sorte. Hein. Et c'est même peut-être le meilleur moyen de trouver sa fonction sociale, c'est de connaître son être. Ça voit, oui, d'accord. Mhm. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. D'accord. Il y a d'autres exemples comme ça de correspondance entre l'animal totem et la fonction sociale, le métier de quelqu'un que vous avez en tête, non? Je sais pas, peut-être que certains politiciens ont pour animal totem le coq, par exemple. Je sais Ouais. pas. Ou le dindon. Et il y a de quoi creuser là. Il y a quoi creuser, oui, 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 tout à fait. Euh, la place de l'élément dans l'environnement d'un animal. Alors je découvre la question là, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que vous pouvez rappeler des exemples de qualités physiques apportées par l'animal totem? Les Des qualités. des qualités physiques et des capacités extraordinaires apportées par l'animal totem à quelqu'un dans sa vie. Le- Qu'est-ce que ça peut, est-ce qu'il y a il y a des, voilà, c'est l'idée qu'il y a des choses qui sont apportées par cette liaison avec l'animal totem qui permettent justement d'être plus performant dans telle ou telle action. C'est un peu ce qu'on vient de dire là. Euh, Euh, non, c'est plutôt une connaissance que ça donne, mais maintenant, mhm, une performance, je sais pas, ça amène pas des performances plus grandes, ça amène plutôt mhm, une conscience peut-être plus grande, oui, une conscience de sa place, une conscience de sa fonction, une conscience de ce que l'on est, mhm, une libération par rapport à sa famille et à tous les conditionnements dus à sa famille. Voilà, ça permet une certaine indépendance. Voilà, je pense que mhm, ça donne une indépendance que l'on n'a pas forcément naturellement, surtout dans notre société. mhm. Une indépendance et une connaissance de nous-mêmes en profondeur, en notre essence réelle. Voilà, je dirais c'est ça. D'accord. Non, un pouvoir, oui, il peut y avoir aussi effectivement certaines possibilités, comme je le disais, si on fait un pacte avec l'espèce de l'animal totem, on peut avoir aussi certaines connaissances subtiles, voilà, on peut aussi avoir des éléments, disons, comment on pourrait appeler ça, certaines facilités, voilà, certaines Mhm. facilités. Oui, vous donnez l'exemple dans votre livre de la façon de faire la paix avec le règne du chien, par exemple, avec l'espèce canine. Oui, Il y a un rituel, il faut nourrir 7 chiens différents 7 jours de suite, ce genre de choses, et on peut être à vie en paix avec tous les chiens, y compris les plus agressifs, quoi. Ça va jusque là quand même. ouais, ouais, tout à fait.
tout à fait. C'est-à-dire que si on Donc est ça, c'est une en... sorte de pouvoir. C'est une sorte de pouvoir pour le coup, là, Oui, si on d'un veut, certain point de vue. voir, mais il ne faut pas oublier toujours que c'est réciproque, c'est-à-dire que c'est un contrat. Alors à ce moment-là, il faudra toujours défendre les chiens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, si on a fait ce genre de pacte avec l'âme animale en quelque sorte des chiens, eh bien, il faudra toujours défendre les chiens. C'est-à-dire que si on commence à vouloir à persécuter un chien, eh bien, on n'est pas loyal en quelque sorte et on perd ce pouvoir. Hein. Donc c'est un contrat. C'est un contrat dans les deux sens. Le pacte avec les loups dont il est question dans le film du même nom, c'est quelque chose de cet ordre-là aussi, vous savez? Oui, oui, bien sûr, le parc avec des loups était très, ce qu'on appelait les meneurs de loups, c'était des gens dans les campagnes françaises. Hein, Claude Seignol a écrit justement des nouvelles sur avec les meneurs de loups en Sologne. Les meneurs de loups, c'était une réalité. C'était tout simplement des gens qui avaient fait un pacte avec l'âme animale, l'âme collective des loups, tout simplement. Hein. Donc il les accompagnait en quelque sorte, il les protégeait, il les accompagnait. Et aussi, on les craignait parce qu'ils pouvaient les utiliser et que les loups étaient redoutables. Voilà. Donc il y a eu effectivement, les meneurs de loups connaissaient cet aspect particulier d'un pacte avec un règne animal. Albert nous demande quel lien vous établiriez entre le tantra et le chamanisme. Le tantrisme est quand même très particulier. C'est pas. Est-ce qu'il y a vraiment un lien? Le tantrisme peut se définir de façon très simple. Hein. C'est convertir les poisons en nectar. Hein, c'est ça l'essence du chamanisme. C'est-à-dire utiliser tout ce qui est considéré comme des poisons dans les autres chemins spirituels, les transmuer et les transmet justement comme une sorte de tremplin qui nous permet justement de connaître des états spirituels. Donc voilà, c'est un petit peu... Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre chamanisme et tantrisme? Certaines formes de tantrisme, effectivement, semblent en lien avec le chamanisme. C'est vrai, il y a parfois des rituels, il y a notamment des rituels tantriques, notamment qui ont été récupérés par le bouddhisme tibétain, parce que le bouddhisme tibétain est complètement issu du tantrisme indien, hein, c'est le Vajrayana, c'est la voie de diamant, et effectivement on retrouve notamment dans le tantrisme, dans le bouddhisme tantrique tibétain, des éléments fortement chamaniques. Notamment des techniques qui consistent à, je me rappelle plus le terme tibétain, c'est à se couper en quelque sorte, on découpe le corps, et ça c'est typiquement chamanique. Donc il y a eu en quelque sorte, c'est comme toujours, hein, il y a toujours des échanges, il ne faut pas s'imaginer que les traditions restent pures, toujours elles se mélangent à d'autres traditions, et là, il y a eu certainement des mélanges entre chamanisme et tantrisme, et bouddhisme tantrique, ou tantrique originel. Donc, voilà, notamment des rituels. Il y a des rituels, effectivement, qui sont quand même fortement teintés de chamanisme. Ça, c'est certain. Ouais, oui. D'accord. On nous demande si René Guénon, donc auquel vous êtes intéressé également, est-ce qu'il a écrit sur le chamanisme? Nous demande Olivier. Alors, il a écrit un chapitre dans Le règne de la quantité et les signes du temps, qui est un de ses derniers ouvrages. Il écrit un chapitre entier sur le chamanisme. Voilà. Et il est à la fois positif et très négatif. C'est-à-dire qu'il pense que le chamanisme possède en quelque sorte des éléments qui appartiennent à la tradition primordiale, donc la tradition la plus pure, telle qu'elle existait dans un pays mythique, par exemple, tradition qu'il appelle hyperboréenne. Mais pour lui, ça a beaucoup dévié. Voilà, ça a dévié souvent en sorcellerie. Donc, il n'est pas très positif vis-à-vis du chamanisme. Voilà. Et il n'a écrit, à ma connaissance, que ce texte-là, que ce chapitre-là sur le chamanisme. D'accord, et on nous parle aussi de la contre-initiation, c'est Paul qui nous parle de ça, au sens guédonien donc. Est-ce que la contre-initiation, est-ce qu'elle est prégnante dans notre société actuelle? A-t-elle aussi gangréné le monde des chamans?
Alors, la contre-initiation, c'est une notion guénonienne, c'est-à-dire Oui. que, voilà, ils pensent que notre époque est en quelque sorte corrompue par d'abord par les pseudo-spiritualités, Mhm. et puis ensuite par carrément non seulement la pseudo-spiritualité, la pseudo-initiation, mais par la contre-initiation, qui est un degré encore plus grave dans la déviation justement de la spiritualité à notre époque. Et cette contre-initiation, disons, représente comme une inversion en quelque sorte, une inversion de la véritable initiation. Voilà. Et donc c'est une initiation inversée. Et pour lui, le chamanisme peut participer justement de cette contre-initiation, peut participer de ça dans certains cas. Dans certains cas, voilà, dans certains cas, ça peut participer de ça dans la mesure où ce sont des formes, des formes psychiques dans lesquelles manque la partie spirituelle. Voilà. Donc ça contribue à entretenir l'aliénation, en fait. C'est ça qui est sous-entendu. Non, c'est pas l'aliénation, c'est pas ce mot-là. Ça contribue en quelque sorte à, comment dire, je ne sais pas, à augmenter les enfers en quelque sorte de l'humanité. Voilà, c'est-à-dire que ces enfers de l'humanité, où le monde subtil est comme indépendant du monde spirituel. Voilà. Pour lui, la contre-initiation utilise le monde subtil, ce que les occultistes appellent le monde astral, mais est coupé de toute véritable spiritualité. Est-ce que vous faites un distinguo entre chamanisme et néo-chamanisme? Oui, le néo-chamanisme, effectivement, on peut dire le néo-chamanisme, c'est le chamanisme actuel, c'est le chamanisme, le véritable chamanisme, c'est le chamanisme traditionnel. Voilà, c'est le chamanisme traditionnel. Le néo-chamanisme, on peut dire que c'est le chamanisme revu et corrigé par le New Age, par toute la, par l'Occident actuel. Quoi. Voilà, si on veut, on peut faire cette distinction-là qui correspond à une réalité, qui correspond à une réalité. Puisque le Et donc, chamanisme traditionnel est quand même très différent. ouais. Alors que maintenant, il y a des gens qui font des stages de chamanisme, etc. Il y a alors que le chamanisme est, comme je le disais, toujours à l'origine une vocation. Oui. On ne choisit jamais d'être chaman. On choisit jamais d'être chaman. On est élu en quelque sorte chaman, ou on est le fils d'un chaman. Mais il faut toujours une élection. Il faut quelque part qu'il y ait une élection. Sinon, c'est comme un voyant. Le voyant, il est voyant de naissance. Et on a le don de naissance. Là, c'est pareil pour le chamanisme. Alors maintenant, il y a des stages de chamanisme, il y a des séminaires de chamanisme, etc. Il y a des voilà. Alors ça correspond effectivement plus du tout au chamanisme traditionnel. C'est une autre forme. Alors on peut appeler ça néo-chamanisme, mais ça ne correspond Mais pas à une vraie. on peut avoir cependant ici chez nous des gens qui ont été désignés et initiés peut-être comme chamans ou pas? Oui, Corinne, dont vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, est tout à fait s'emprunt, est tout à fait là, elle est tout à fait élue chamane. Là, c'est une vraie chamane, c'est une vraie vocation. Mais elle, pour le coup, elle ne pratique pas, enfin, elle fait pas profiter les autres de ces qualités de chaman pour l'instant. Ah, Elle je sais les bien, vit je sais comme une je sais démarche personnelle. Et puis Ah oui, elle communique elle partage ça enfin, avec le public. Mais je sais pas si elle fait une pratique de chaman comme quelqu'un le ferait, comme un chaman le ferait dans une tribu. pourtant, l'Occident en aurait bien besoin. Oui, c'est sûr. En relation comme ça avec l'invisible. Mais ça, je l'ignore complètement. Ça, je l'ignore complètement. Mais elle, vraiment, c'est une vocation. C'est le chamanisme tel qu'il est traditionnel, le chamanisme traditionnel. Quoi, voilà, C'est sibérien, en l'occurrence, c'est en Sibérie qu'elle a fait ça. c'est en Mongolie, je crois, non, je Ah, crois que c'est en Mongolie, dans le nord de la Mongolie. d'accord. Autant pour moi. Mais, je veux Très pas dire. bien. Là, peut-être que je dis une bêtise, mais je sais pas. Il me semble que c'est la Mongolie, mais voilà. Alors écoutez, de toute façon, on va conclure cette deuxième partie, Eric, parce que on a passé en revue les questions. C'était très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut dire comme mot de conclusion que le chamanisme, que le chamanisme a de l'avenir, quoi, finalement, parce que on est dans une conception où il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps vraiment linéaire. Le chamanisme peut nous apporter beaucoup dans le monde moderne, finalement.
Oui, oui, le chamanisme, comme vous dites, c'est éternel. Oui, oui, c'est quelque chose d'éternel qui, de toute façon, donc, qui est susceptible. Et peut-être que l'on peut boucler la boucle avec cette religion de la préhistoire si mystérieuse. Voilà, ça serait en quelque sorte comme une espèce de connexion avec notre origine. Euh, Mhm. donc là, ça peut être assez intéressant, justement, si on redécouvre notre origine telle qu'elle était réellement, et non plus telle que l'on l'a fantasmée avec la vision scientiste des choses. Mhm. Je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, puisque justement les choses. J'ai un ami qui dit que lorsque l'on boucle un cycle, il faut retourner sur son lieu d'origine, sur son lieu de naissance. Mhm. Mhm. Quand on boucle un cycle individuel au niveau de notre vie, D'accord. vie. Et bien peut-être que pour l'humanité c'est la même chose. Peut-être que l'on peut boucler un cycle justement en revisitant justement cette religion de la préhistoire Mhm. qui était manifestement une religion d'essence chamanique. Voilà. D'accord. Il faut Oui, revenir. d'autant plus que vous montrez dans votre livre que le chamanisme n'est pas exclusif d'autres pratiques, d'autres approches spirituelles y compris, parce que donc on a dit beaucoup de l'hindouisme notamment, mais pas seulement lui. Donc voilà, le chamanisme participe aussi, comme on l'a dit, de cette vision globale du monde qu'on a tant besoin de faire émerger finalement aujourd'hui. Oui, alors de faire émerger, peut-être que ça émergera tout seul. Réémerger. Je crois assez peu à la volonté de l'être humain. Je pense que Mhm. l'être humain est le fruit comme ça de pousser et qu'il y a, on se croit extrêmement libre. Hein, on croit que Mhm. mais je crois on est finalement assez peu libre et que effectivement des choses peuvent se passer à ce niveau-là. Il peut y avoir des connexions, il peut y avoir tout en faisant attention non plus de ne pas ouvrir les portes sur des enfers que l'on ignore. Hein. Il faut aussi que le canal soit ouvert vers le spirituel aussi. Voilà, c'est ça. Et je pense que cette religion de la préhistoire était une religion aussi profondément spirituelle. Euh, voilà, qui était pas simplement une ouverture sur le monde subtil, mais qui utilisait justement ce canal animal pour justement aller au-delà vers justement cette connaissance voilà, de ce qu'on peut appeler globalement le spirituel. Mhm. Voilà. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. Oui, ça peut être extrêmement intéressant et ça peut être une porte ouverte euh, qui peut nous permettre peut-être de connecter l'humanité future. Voilà, Mhm. l'humanité future, lorsque nous aurons accompli notre cycle, ce cycle de la modernité sera terminé et que justement cet appel vers une humanité future sera suffisamment fort et que cette humanité future utilisera toutes ces bases-là pour naître, tout simplement pour naître, et ce sera un être humain peut-être avec un regard différent, un regard nouveau. Quoi. Voilà. C'est surtout ça qui est important, l'être Oui. humain avec ce regard nouveau. Quoi. Voilà. C'est ce que dit le texte que vous mettez en annexe aussi, d'ailleurs, c'est que en changeant de niveau, on change pas de réalité, on a simplement une vision plus complète de chaque niveau inférieur et une vision plus juste. Exactement. Exactement. Et on ne passe pas d'un niveau à l'autre comme ça en oubliant ce qu'il y avait avant, mais au contraire en étant bien plus présent à tous ces niveaux-là aussi. Et donc c'est ça, là, c'est un véritable éveil en tout cas, Tout c'est à à ça fait. qu'il doit ressembler. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque on sort un peu de l'ego, et bien finalement on s'ouvre au monde. Hein. Donc c'est toujours une ouverture encore plus grande, toujours. Et c'est pas parce que l'ego finalement, tout ce qu'on peut appeler l'ego, les ambitions, les désirs, les peurs, les frustrations, tout ça, c'est finalement toujours des fermetures. Et on peut dire que la vision spirituelle où est toujours une ouverture, voilà, une ouverture plus grande. Donc je pense que ce regard nouveau de l'être humain du futur, justement, sera plus large, oui, c'est sûr. Oui, ça sera un regard plus large et qui retrouvera, finalement, qui se reconnectera avec ce regard originel, quoi, Mhm. certainement. D'une autre façon, mais avec ce regard originel. Voilà. Très C'est bien, bah écoutez,
Merci beaucoup, en tout cas, Eric Sablé, d'avoir de participer à cet éveil collectif aussi par l'information que vous diffusez, donc à travers vos livres, et votre activité aussi de directeur de collection, etc., de conférencier. Donc, merci beaucoup, encore une fois. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette émission, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.